Imaginez une personne qui pèse comme un renne adulte. Quant à sa taille, elle est presque comme deux adultes empilés l'un sur l'autre. C'est exactement à quoi ressemblait Robert Pershing Wadlow. Ce type américain était la personne la plus grande jamais enregistrée, mesurant un impressionnant 272 cm de haut et pesant 200 kg. En grandissant, Wadlow était toujours l'enfant le plus grand de la pièce. À l'âge de 8 ans, il était déjà aussi grand que son père. Et à 9 ans, il était suffisamment fort et grand pour porter son propre père. Au moment où il a obtenu son diplôme de fin de lycée, il mesurait déjà 8 pieds et 4 pouces de haut. Quant aux perspectives d'emploi, il avait l'intention de devenir avocat, et il s'était même inscrit à l'université. Mais sa taille lui a permis d'avoir quelques activités secondaires. Premièrement, des performances de cirque qui l'ont rendu célèbre en un rien de temps. Deuxièmement, en 1938, il a entamé une tournée de promotion avec l'International Shoe Company, obtenant des chaussures gratuites en route. Wadlow n'était pas de ceux qui prenaient part à des spectacles de monstres. Il se voyait comme une publicité ambulante pour l'entreprise. En raison de sa stature immense, il devait porter des attelles spéciales aux jambes pour l'aider à marcher. Il n'a jamais utilisé de fauteuil roulant, mais marcher était certainement une grande lutte pour lui. Malheureusement, une infection due à une attelle défectueuse a conduit à son décès prématuré en 1940. Son cercueil était si immense qu'il a fallu 12 porteurs et 8 assistants pour le transporter. À ce jour, une statue grandeur nature de Wadlow se dresse fièrement à Alton, sa ville natale. Durant sa courte vie, Robert n'a vécu que 22 ans. Il n'a jamais cessé de grandir. Chaque année, il gagnait quelques centimètres de plus pour atteindre une taille gigantesque. Lorsqu'il avait 21 ans, il a surpassé John Rogan en termes de hauteur. Et c'était l'homme qui avait été enregistré comme l'homme le plus grand jamais avant que Robert ne fasse son apparition. Le prédécesseur de Rob, John Bud Rogan, né dans le Tennessee, était connu comme la personne non mobile la plus grande jamais enregistrée, mesurant 267 cm. Sa croissance rapide a commencé à l'âge de 13 ans en raison du gigantisme, ce qui a entraîné une raideur des articulations. Malgré sa condition qui l'empêchait de travailler physiquement, Rogan a gagné sa vie en vendant des portraits et des cartes postales. Il a refusé les offres de rejoindre des carnavals et des spectacles ambulants, préférant maintenir son indépendance. Rogan utilisait une charrette tirée par des chèvres comme fauteuil roulant. Il était connu pour sa voix grave et son comportement enjoué. Contrairement à Robert Wadlow, John Rogan n'avait pas un poids semblable à celui d'un renne. Au contraire, il ne pesait que 79 kg, soit 2 fois et demi moins que Robert. Zheng Jinliang de Chine a stupéfié le monde en devenant la femme la plus grande jamais enregistrée dans les temps modernes. Malgré le fait que ses parents et ses frères et sœurs aient une taille moyenne, elle possédait un gène pour une hauteur impressionnante. Mais sa stature était le résultat d'une condition. En fait, une tumeur a perturbé ses hormones et l'a fait grandir en hauteur. À l'âge de 13 ans, elle était déjà plus grande que le garçon le plus grand de son âge. Zhang a réussi à obtenir son diplôme, malgré toute l'attention que sa taille attirait. Les gens venaient de loin pour la rencontrer et s'émerveillaient de sa stature impressionnante. Même si les médecins ont suggéré une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur causant sa croissance rapide, Zheng a décidé de la garder. Elle ne voulait pas perdre ses cheveux. Elle était également une grande gourmande, mangeant des tonnes de raviolis et de riz chaque jour pour nourrir son corps. Malheureusement, des problèmes de santé l'ont rattrapée et elle est décédée en 1982. Sa taille était enregistrée à 249 cm. Elle a surpassé Jane Bunford pour le titre de la femme la plus grande ayant jamais marché sur Terre et a même été la personne la plus grande au monde de 1981 à 1982. Au fait, Jane Bunford était la personne britannique reconnue la plus grande connue à ce jour. Avec une taille de 241 cm, elle se démarquait certainement dans une foule. Née à Birmingham en 1895, Jane était une personne tout à fait ordinaire jusqu'à l'âge de 11 ans. À cet âge-là, elle a eu un accident qui a changé sa vie pour toujours. Une blessure à la tête a endommagé sa glande pituitaire, provoquant une production excessive d'hormones de croissance qui a fait grimper sa taille en flèche. En raison de l'inconfort causé par sa taille gigantesque, elle a dû quitter l'école. Bien qu'elle ait eu des occasions de tirer profit de sa stature unique, Jane a choisi de mener une vie tranquille. Durant ces dernières années, elle est devenue une recluse en raison de l'attention non désirée que sa taille attirait.
Luttant contre des problèmes articulaires et une sévère courbure de la colonne vertébrale, Jane est décédée à l'âge de 26 ans. Salut, j'ai une petite question pour toi. La taille, est-ce quelque chose qui peut changer ou non? Il semble en fait que nous grandissons un peu pendant la journée et rétrécissons la nuit. Remercions la gravité pour cela. Mais il y a eu un cas fou où un gars nommé Adam Reiner était super petit à 21 ans, seulement 118 cm. Mais ensuite, il a soudainement commencé à grandir comme un fou. À 32 ans, il mesurait 218 cm. Malheureusement, toute cette croissance s'est produite si rapidement qu'il a fini alité pour la vie et n'est pas devenu une star du basketball. Les chaussettes peuvent être un véritable casse-tête pour les personnes grandes. Don Keller, qui portait des chaussures de taille 22, disait que son plus grand problème vestimentaire était de trouver des chaussettes à sa taille. Heureusement, il a trouvé une entreprise en Pennsylvanie qui fabriquait des chaussettes sur mesure pour lui. Don était vraiment grand. L'un des seuls 24 personnes de l'histoire à atteindre plus de 244 cm de hauteur. Il a été connu comme l'homme le plus grand du monde de 1969 jusqu'à son décès en 1981, ayant atteint 249 cm. Il avait une condition appelée gigantisme, qui l'a fait grandir anormalement à partir de l'âge de 10 ans. Don est né à Denton, dans le Montana, de parents qui étaient bien plus grands que la moyenne. Il avait une sœur jumelle, mais elle mesurait 5 pieds et 9 pouces. C'était une différence de taille record de 2 pieds et 5 pouces entre les jumeaux, reconnue par le Guinness World Records. Don a travaillé comme vendeur pendant 25 ans, utilisant sa taille comme un avantage lors de ses rencontres avec les clients. Si vous aussi portez une taille de chaussures plus grande, vous savez à quel point il peut être frustrant de trouver la paire parfaite. Treintje Kiever des Pays-Bas comprenait certainement cette lutte. Née en 1616, elle est réputée être la femme la plus grande de l'histoire, mesurant 9 pieds d'Amsterdam, 261 cm. Malheureusement, elle est décédée à seulement 17 ans. Ses chaussures d'origine, qui mesuraient plus de 35 cm de longueur, taille européenne 54 ou taille américaine 22 pour femmes, sont encore exposées. Ses parents l'ont même emmenée dans des carnavals pour gagner de l'argent en la montrant. Treintje a attiré l'attention pour la première fois lorsqu'elle avait 9 ans. À cette époque, elle mesurait déjà 6 pieds 7 pouces de hauteur. Un groupe royal, incluant le roi de Bohême et sa famille, lui a rendu visite à La Haye, curieux de voir la fille de 9 ans plus grande que tous les hommes d'Europe. Les Pays-Bas abritent des gens vraiment très grands, la taille moyenne de ses résidents étant de 183 cm. Les États-Unis ont peut-être produit quelques géants par le passé. Mais les titres actuels de l'homme et de la femme les plus grands sont détenus par la Turquie. Rencontrez Rümeysa Gelgi, le trésor imposant de la Turquie et la reine des records mondiaux du Guinness. À 24 ans, cette femme de 7 pieds de haut n'est pas seulement la femme la plus grande vivante, mais aussi une développeuse web front-end, une passionnée de romans policiers et une pro de la natation. Elle relève des défis avec le syndrome de Weaver. C'est une combattante et une porte-parole pour les conditions rares. En 2024, Sultan Kösen est l'homme vivant le plus grand du monde. En 2009, il est devenu célèbre lorsqu'il a été mesuré par le Guinness World Records. Il mesurait 8 pieds et 1 pouce. Peux-tu croire ça? Seules quelques personnes dans l'histoire ont jamais atteint cette hauteur. Ce fermier turc n'a commencé à grandir qu'à l'âge de 10 ans. Et devine quoi? Tous les membres de sa famille sont de taille moyenne, sauf lui. Il a une condition appelée gigantisme hypophysaire. Être très grand a certainement ses avantages et ses inconvénients pour Sultan. Il peut facilement aider sa mère avec les tâches ménagères. Mais faire du shopping pour des vêtements et se faufiler dans une voiture de taille normale peut être un véritable défi. Et jouer au basketball professionnel? Ce n'est pas envisageable, car il est tout simplement trop grand pour les terrains. Sultan détient également le record des plus grandes mains chez une personne vivante. Imaginez que vous ayez réservé une excursion dans les jungles du Costa Rica. Tout à coup, vous tombez sur une énorme sphère de pierre, dont le diamètre fait presque 2 mètres. Comment diable est-elle arrivée là et que symbolise-t-elle? Vous interrogez immédiatement votre guide. Il n'est pas aussi étonné que vous, et vous explique qu'il y en a en fait plusieurs centaines disséminées dans le sud du pays. Ces mystérieuses sphères de pierre n'ont pas de nom officiel. Les habitants les appellent simplement Las Bolas, ce qui signifie boule en espagnol.
tandis que les historiens les appellent les sphères d'Ichthys, du nom de la culture qui les a produites. Les scientifiques ont étudié les couches de sédiments de la Terre qui les entourent et estiment que les plus anciennes ont été fabriquées vers l'an 600 de notre ère et que les plus récentes datent de l'an 1000 de notre ère. De nombreuses sphères ont été déplacées après leur découverte initiale. C'est pourquoi les archéologues ont du mal à les dater avec précision. La culture d'Ichthys a complètement disparu peu après sa découverte par les Espagnols, au XVIe siècle. Contrairement aux Mayas et aux Aztèques, les mythes et légendes de ces peuples n'ont pas survécu et ne peuvent donc pas expliquer l'existence de ces mystérieuses sphères. Plus de 300 de ces boules ont été découvertes à ce jour, certaines mesurant moins de 2,5 cm de diamètre, les plus grandes mesurant jusqu'à 2 mètres de diamètre, plus hautes donc que la plupart des humains. Bien que certaines sphères soient en calcaire, la majorité d'entre elles ont été sculptées dans une variété de basalte, un type de roche qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Certaines sphères pèsent jusqu'à 15 tonnes et, dans la plupart des cas, leur surface est lisse au toucher, bien qu'il existe des pièces plus rugueuses, généralement inachevées. Si l'on écarte la théorie selon laquelle l'érosion fluviale aurait sculpté naturellement ces boules, il semble que ce soit d'anciens hommes qui les aient créées en martelant des blocs de pierre avec d'autres pierres. Une fois la forme approximative obtenue, ils polissaient la roche jusqu'à la perfection en utilisant des techniques telles que la fracture contrôlée et le meulage. Ces mystérieuses sphères se trouvent dans le delta du Ichthys, sur la côte de l'océan Pacifique. La plupart d'entre elles ont été découvertes dans un lieu appelé Fermsis, qui, avec 3 autres sites, a été proclamé site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. La zone contient d'autres découvertes de l'époque précolombienne, telles que des espaces pavés, des sites funéraires et des monticules. Pendant des siècles, les boules de pierre ont été cachées sous une épaisse couche de sédiments qui les protégeait des éléments et des pillards jusqu'à ce qu'elles soient mises au jour dans les années 1930. La société propriétaire du terrain défrichait la forêt tropicale pour y installer des bananeraies lorsqu'elle est tombée sur ces étranges ouvrages de pierre. Certaines ont été endommagées par des bulldozers, d'autres par des ouvriers qui tentaient de les ouvrir, pensant qu'elles contenaient de l'or. Il a fallu un certain temps avant que les autorités n'interviennent pour empêcher que les découvertes ne soient davantage endommagées. Doris Stone, la fille d'un cadre de la société propriétaire du terrain, a été la première à étudier les sphères. En 1943, elle a publié un article dans une revue archéologique américaine de premier plan, attirant ainsi l'attention du monde entier sur les boules. Des expéditions ont rapidement suivi, et les archéologues ont immédiatement pu déterminer que les formations de pierre étaient d'origine humaine, probablement créées par l'ancienne population indigène du Costa Rica. À ce jour, personne n'a été en mesure d'expliquer scientifiquement leur fonction. Cela signifie qu'il y a encore de la place pour les théories les plus folles sur l'origine et la véritable finalité des sphères. La théorie la plus populaire au sein de la communauté scientifique est que ces sphères de pierre servaient de décoration et de symboles sociaux, car nombre d'entre elles ont été retrouvées à proximité des habitations des chefs de tribu. Ces mêmes chefs étaient également enterrés avec certaines des plus petites boules. Ces sculptures étaient donc certainement associées au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ciseler un bloc de pierre à la perfection exigeait beaucoup de travail et de planification, et seuls les individus puissants pouvaient se permettre de telles commandes à l'époque. L'autre théorie la plus répandue est que les boules étaient utilisées pour l'observation astronomique. Les sphères individuelles représentaient des étoiles ou des planètes, formant comme une carte primitive du ciel nocturne. Comme elles étaient parfaitement rondes, il était facile de les faire rouler. Avant que la jungle ne les engloutisse, la région où elles ont été découvertes était une plaine alluviale plate, idéale pour faire rouler de grosses pierres. Une autre version de cette théorie suggère que les pierres étaient utilisées comme marqueurs de frontières, un peu comme les bornes modernes, qui sont elles aussi principalement faites de pierre. Enfin, les légendes d'autres tribus qui vivaient dans la région racontent que les sphères étaient des boulets de canon que la divinité du tonnerre utilisait pour chasser la divinité des vents et des ouragans. Nous ne connaissons toujours pas la fonction première des sphères du Costa Rica, mais elles restent un élément important de l'identité nationale du pays. Le musée national de San José, la capitale du Costa Rica, en possède 6 dans sa cour. De nombreuses autres sphères sont devenues des décorations de jardin, très prisées des habitants les plus fortunés.
Il y en a même une à l'université de Harvard. Plus d'un millénaire après leur création, les mystérieuses sphères de pierre du Costa Rica sont toujours associées au pouvoir et à la richesse. En termes mathématiques, les sphères de pierre ne sont pas tout à fait rondes. On estime qu'elles sont presque parfaites, approchant la forme d'une sphère à 96%. Bien que ce chiffre soit impressionnant, les sphères du Costa Rica ne sont pas les seules de leur genre. Il y a près de 10 ans, des ouvriers ont découvert de mystérieuses sphères géantes en pierre dans les profondeurs d'une mine de charbon du nord de l'Asie. La surface de ces sphères, qui mesurait un peu plus de la longueur d'un pas humain en diamètre, était exceptionnellement lisse, et les gens se sont penchés sur la question pour tenter de comprendre ce dont il s'agissait. Certains étaient là persuadés que les boules venaient d'un autre monde, tandis que d'autres suggéraient qu'il s'agissait en fait d'œufs de dinosaures pétrifiés. Les scientifiques ont rapidement mis fin aux discussions. Il s'est avéré que les mystérieuses sphères étaient en réalité des concrétions. Il s'agit de formations rocheuses qui mettent des millions d'années à se former dans les profondeurs du sous-sol. Pensez à un caillou qui amasse de la neige en dévalant une colline. C'est ainsi que se forment les concrétions. L'eau souterraine, riche en sédiments et en minéraux, s'écoule autour de la concrétion, la façonnant lentement en un orbe parfait. Ce processus est assez courant dans la nature, mais en général, les concrétions sont assez petites. Les sphères trouvées dans la mine de charbon avaient atteint cette taille dans un sol riche en minéraux, et elles étaient suffisamment grandes pour intéresser la presse et le grand public. Un autre cas possible de concrétion est celui des imposantes sphères de pierre retrouvées dans la vallée de Visoko, en Bosnie. Semir Osmanagić, que l'on a surnommé l'Indiana Jones bosniaque, a été le premier à étudier ces objets dont la largeur équivaut à celle d'un autobus londonien. Il pense que ces boules de pierre ont été sculptées par une civilisation disparue qui vivait dans la région il y a 1 millier d'années. La couleur rougeâtre des orbes prouve cependant qu'il s'agit bien de concrétions, riches en fer. Les Moki Marbles, découverts dans l'Utah rural, ont une couleur similaire à celle des sphères bosniaques. Ces minuscules concrétions, de la taille d'une bille, sont constituées d'un noyau de grès et d'une coquille d'hématite, un minerai de fer. En Afrique du Sud, des mineurs ont découvert les sphères de Klerksdorp, dont la forme et la taille sont similaires à celles des Moki Marbles. La seule différence est que celles-ci se sont formées à l'intérieur de sédiments et de cendres volcaniques. Parmi les petites sphères créées par l'homme, les plus intrigantes sont probablement celles que l'on trouve sur certaines îles grecques. Des scientifiques ont découvert 700 pierres plus petites que des balles de golf près du site de l'âge du bronze d'Acrotyrie, sur l'île de Santorin. Ils pensent que ces objets ont entre 3600 et 4500 ans. En comparant toutes les variations de taille et de couleur de ces pierres énigmatiques, les archéologues ont conclu qu'elles auraient pu faire partie du plus ancien jeu de société jamais fabriqué. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, les scientifiques tentent aujourd'hui de comprendre les règles de ce jeu. Aussi loin que l'on se souvienne, les gens ont bien tenté d'inventer des histoires au sujet d'humains à l'allure bizarre. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'au fil des ans, des gens ont même prétendu détenir des preuves de l'existence de ces mythiques humanoïdes. C'est le cas des Gorgades, une tribu qui vivait sur des îles proches de la côte atlantique de l'Afrique. La première mention de ce peuple dans la littérature remonte au 1er siècle. On ne dit pas grand-chose des hommes de la tribu, mais les femmes, elles, étaient vraiment spéciales. On prétend qu'elles avaient des poils sur tout le corps. Aujourd'hui, les scientifiques sont presque certains que les gens ont pu confondre des singes avec ces humanoïdes. Un général carthaginois a affirmé avoir débarqué sur ces îles à l'époque et a décrit ces hommes comme étant des coureurs très rapides. Cela soutient l'idée que ces témoignages se rapporteraient à des primates et non des hommes. Il est normal de penser que des singes se seraient enfuis après avoir vu des hommes pour la première fois, n'est-ce pas? La localisation des Gorgades et de leurs îles d'origine est incertaine et a été décrite de différentes manières par les écrivains au fil du temps. Pline l'Ancien, un érudit romain du 1er siècle, a parlé d'une autre tribu étrange. Ce peuple était celui des Astomies. Semblables aux Gorgades, ils étaient réputés très poilus et vivaient dans le delta supérieur du Gange, près de l'actuelle frontière nord de l'Inde. Ce n'est pas tant leur apparence qui les rendait singuliers. Pline a écrit que ces créatures ne mangeaient
ni ne buvaient pas du tout. Non pas parce qu'elles ne le voulaient pas, mais parce qu'elles n'avaient pas de bouche. Elles se nourrissaient en reniflant l'odeur des plantes et des pommes. Une forte odeur pouvait également s'avérer très dangereuse pour elles. Quant à leur corpulence, on dit qu'elles étaient sveltes et graciles. Principalement parce qu'elles ne consommaient pas de nourriture. Il est difficile de croire que ces gens aient existé à un moment donné. Pourtant, des faits historiques pourraient venir étayer ce mystérieux comportement de reniflage. Certains spécialistes pensent que les tribus situées près des montagnes de l'Himalaya apportaient des fruits et des légumes parfumés lors de leur voyage. En effet, le fait de renifler quelque chose d'agréable peut aider à lutter contre le mal de l'altitude. Autrefois, les voyageurs pensaient que les nausées étaient causées par un mauvais vent et essayaient d'y faire face en sentant des oignons, des pommes séchées, des abricots ou de l'ail. Pline l'Ancien semble s'être beaucoup amusé à écrire au sujet d'étranges espèces d'apparence humanoïde. Dans ses écrits, il mentionne également une tribu de personnes sans tête, avec le visage dans la poitrine. Ils étaient également très populaires dans les contes médiévaux et connus sous le nom d'acéphales. Ils auraient vécu dans les régions montagneuses et boisées d'Afrique du Nord, entourés de bêtes sauvages telles que les lions de l'Atlas, les éléphants et autres vipères. Hérodote, écrivain grec du VIe siècle avant notre ère, mentionne également ce peuple dans ses récits. Mais comme il est connu à la fois comme le père de l'histoire et le père des bobards, je n'adhérerais pas si vite à ces fables si j'étais toi. Comme beaucoup d'autres mythes entourant des créatures mythiques, il y a une part de vérité dans ces descriptions. Les personnes qui voyagent dans le désert, comme les Touaregs, portent traditionnellement des vêtements qui les couvrent entièrement, avec des espaces dans le tissu réservés à leurs yeux et à leur nez. Cette tradition les protège de la chaleur et du sable pendant leur traversée du désert. Il n'est donc pas étonnant que ces vêtements aient pu laisser croire aux auteurs de l'Antiquité que ces gens n'avaient pas de tête. Le groupe mythique suivant était aux gens ce que les bassets sont aux chiens, non pas parce qu'ils avaient un très bon odorat ou parce qu'ils ronflaient sur le canapé toute la journée, mais parce qu'ils avaient des oreilles si longues qu'ils pouvaient s'en couvrir tout le corps pendant la nuit. On les surnommait les Panotéens, et on disait qu'il s'agissait d'une tribu de géants venus d'îles mystérieuses et froides. Ils dormaient recroquevillés dans leurs grandes oreilles, et certains disaient qu'elles pouvaient même les aider à voler. Et puis, il y a ces étranges histoires de monopodes. Tu as peut-être déjà deviné à quoi ils ressemblent. Les monopodes étaient des créatures de la mythologie antique qui n'avaient qu'un seul gros pied. Le mot « monopode » signifie d'ailleurs « un seul pied » en grec. On les appelait aussi les sciapodes, ce qui signifie « ombre-pied ». En effet, selon certains récits, ces personnes avaient des pieds si grands qu'elles pouvaient s'en servir comme d'une ombrelle pour se cacher du soleil. Ils se couchaient simplement sur le dos, les pieds dans l'air, au cas où ils seraient accablés par la chaleur torride. Peu importe les brûlures. Os pieds, ils ont été mentionnés pour la première fois dans une pièce de théâtre en 414 avant notre ère. D'autres voyageurs ont laissé des récits relatant leurs rencontres avec des monopodes en Inde, et ils décrivent ces personnes comme n'ayant qu'une seule jambe, mais une jambe avec laquelle ils pouvaient facilement sautiller pour se déplacer. Aucune liste d'étranges créatures à l'apparence humaine ne serait complète sans les sirènes. Elles sont décrites comme des créatures mythiques qui vivraient dans les mers et sont généralement représentées comme ayant le buste d'une femme et une queue de poisson en dessous de la table. Selon les cultures, la sirène représente soit la vie et la fertilité, soit la danger et la ruine. La plus ancienne légende des sirènes connue remontait au premier millénaire avant notre ère. Dans cette histoire, la déesse Derceto désirait vivre sous les eaux, mais ses pères ne lui permirent pas de renoncer à ses beaux traits. Ils optèrent donc pour cette apparence mi-humaine, mi-aquatique. On trouve également des contes populaires parlant de sirènes au commencement de la Grande-Bretagne, mais sans illustration. Dans les contes de marins, les sirènes peuvent symboliser à la fois la chance et le désastre. Comme les marins passaient beaucoup de temps en mer et qu'ils n'avaient parfois rien à faire, il n'est pas étonnant qu'ils aient commencé à croire en des figures qui contrôlaient les intempéries. Les sirènes étaient considérées comme à la fois attirantes et dangereuses, comme la mer elle-même, reflétant la nature imprévisible et palpitante des eaux. Nous n'avons aucune preuve de l'existence des sirènes aujourd'hui,
mais certaines personnes ont fait de leur mieux pour fabriquer de fausses preuves au fil des ans. As-tu déjà entendu parler de la sirène des Fidji? Il s'agit d'une créature inventée par le forain américain P.T. Barnum dans les années 1840. Présentée à New York, Boston et Londres, elle a captivé l'attention du public. Elle n'était pas la seule de son espèce, et ce qui est étrange, c'est que ces fausses sirènes n'étaient même pas si jolies. Certaines d'entre elles étaient grimées en attachant des queues de poissons à des os de singes. La République dominicaine possède sa propre créature mythique mystérieuse ressemblant à un être humain. Cette légende évoque une femme qui vivrait dans les bois. Elle est décrite comme ayant de longs cheveux noirs. Mais le hic, c'est qu'on prétend qu'elle aurait les pieds en arrière. Bien qu'elle soit de petite taille, ses traits seraient extrêmement délicats, en particulier ses yeux. On la surnomme la Ciguapa. On pense qu'il s'agirait d'une créature nocturne et qu'il serait impossible de la pister à partir de ses empreintes, en raison de la position particulière de ses pieds. On pense aussi que pour l'apercevoir, il faudrait partir à sa recherche la nuit, mais seulement lors de la pleine lune. Ah, il y a toujours un arnaqueur, et tout horas bin besoin d'un chien pour t'aider. Son histoire connaît de nombreuses variantes, d'autres contes parlent d'une créature timide qui s'enfuirait à la simple voix des gens. On site quel dort dans les arbres, et se nourrit de poissons et de fruits. C'est surtout dans la mythologie nordique que l'on entend parler de nains. Dans de nombreux contes d'Europe du Nord, les nains sont décrits comme étant physiquement plus petits que la plupart des gens, mais aussi comme les meilleurs des forgerons. Ils étaient chargés de fabriquer de robustes outils, qui auront aidé de nombreux héros dans leur quête. Certains nains possédaient également des capacités de métamorphose. Ils prenaient fréquemment l'apparence d'objets inanimés, tels que des aiguilles, ainsi que de créatures, comme des poissons et des loutres. Ces histoires de nains peuvent également être étayées par quelques faits historiques. À l'âge du bronze, les mineurs du sud de l'Europe ont peu à peu épuisé leurs réserves d'étain, un matériau nécessaire à la fabrication du bronze. En quête de nouveaux approvisionnements, ils se sont déplacés vers le nord-ouest, où l'on en trouvait davantage. Ces mineurs étaient plus petits que la plupart des Européens du Nord, et avec la peau plus foncée, les cheveux et la barbe plus touffus. Pour couronner le tout, ils avaient une bien meilleure connaissance des métaux et de la manière de les extraire et de s'en servir pour concevoir les outils nécessaires. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient impressionné leurs hôtes, au point qu'ils aient cru que ces mineurs étaient doués de pouvoirs surnaturels. Tu arrives sous le soleil de Californie et tu vas faire une randonnée dans les montagnes de Santa Lucia. Là-bas, tu as une sensation étrange et désagréable, comme si quelqu'un t'observait. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois personne. C'est alors que tu regardes le sommet des montagnes devant toi et ton cœur fait un bond. Sur les sommets, tu peux voir la silhouette d'un gigantesque humanoïde. Ses bras sont tendus et un magnifique arc-en-ciel l'entoure. Cette mystérieuse silhouette est entièrement vêtue de noir. Tu ne peux pas distinguer d'expression faciale ou de détails, mais tu peux le voir bouger. Puis, il disparaît sous tes yeux. Félicitations, tu viens d'être témoin des Dark Watchers, un phénomène qui terrifie les randonneurs dans les montagnes californiennes depuis plus de 300 ans. Même aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent pas donner une explication précise à ces mystérieuses apparitions. Ce que nous savons, c'est que c'est complètement naturel. Enfin, probablement. Une théorie prétend qu'il n'y a pas de silhouette du tout. Le cerveau humain imagine simplement des images créées par les ombres que les nuages projettent sur les montagnes. Au fil des siècles, les gens partagent des histoires sur cette légende et leur esprit commence à leur donner forme en construisant des images reconnaissables. La même chose peut arriver, comme par exemple lorsque tu vois les contours d'un visage humain sur un morceau de pain grillé ou la forme d'un chien dans un nuage qui passe. L'explication scientifique la plus acceptée est ce que l'on appelle un spectre de Brocken. C'est lorsque la lumière du soleil est déformée par des gouttelettes de brume ou des nuages. Cela explique l'arc-en-ciel qui entoure ces figures. Quant à l'ombre, ce n'est que la tienne qui est étirée et projetée sur les montagnes devant toi. Après tout, ces figures apparaissent généralement lorsque le soleil est derrière le témoin. Naturel ou pas, les mystérieux personnages qui disparaissent te font mourir de peur. Tu te diriges donc vers l'est et tu te retrouves dans le désert. Le soleil brûlant s'abat sur ton dos. Il n'y a rien sur des centaines de kilomètres à la ronde. Difficile de croire que cette plaine desséchée et sans vie était autrefois le fond d'un lac.
Tu vois une longue trace dans le sable, comme si quelqu'un poussait ou tirait quelque chose de très lourd sur le sol. Tu suis l'étrange piste et à la fin tu trouves une énorme pierre. Pourquoi quelqu'un traînerait-il un rocher aussi lourd au milieu du désert? Mais rien ni personne n'a touché cette pierre. Elle a bougé toute seule. C'est un phénomène appelé pierre mouvante. Chaque hiver, la glace recouvre le sol ici. Quand un vent assez fort souffle, les pierres commencent à bouger sur cette surface glissante. Une fois la glace fondue, il ne reste plus qu'un sentier sinueux derrière une seule pierre solitaire. Eh bien, pour nous soulager du soleil brûlant de la Californie, dirigeons-nous vers l'Antarctique. Neige, glace et encore un soleil éclatant. Ouais, c'est un désert aussi. La lumière est presque aveuglante. Tu plisses les yeux et au loin, tu vois quelque chose de rouge qui se détache de tout ce blanc infini. En t'approchant, tu réalises que c'est une chute d'eau, une sinistre cascade rouge qui s'écoule du glacier. Des éclaboussures volent dans toutes les directions et tachent la neige blanche. Ne t'inquiète pas, ces prétendus Blood Falls, cascades de sang, ne sont rien de ce genre. Il y a des millions d'années, je n'étais pas là, un glacier s'est formé au-dessus d'une étendue d'eau et a bloqué son accès à la lumière du soleil, à la chaleur et à l'oxygène. Puis le lac a réussi à percer le glacier avec un petit filet d'eau. Lorsque cette eau salée à forte teneur en fer rencontre l'oxygène, elle crée cette couleur rouille écarlate. C'est la seule chute d'eau de ce type au monde. Maintenant, dans la ville de Taos, au Nouveau-Mexique, les habitants entendent un étrange bourdonnement tous les jours. Mais pas tous. Pour une raison quelconque, seulement 2% des résidents peuvent entendre ce son. Certaines théories avancent que c'est dû à l'acoustique inhabituelle de cet endroit. D'autres y voient une étrange hallucination auditive, voire quelque chose de plus sinistre. Des sons inexplicables se produisent également sur d'autres mondes. En 2020, le rover martien a enregistré un étrange bourdonnement en provenance de la planète rouge. Il s'agit d'un bourdonnement calme et continu qui fluctue parfois à cause des tremblements de terre sur Mars. De retour sur Terre, nous nous dirigeons vers les chaudes forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Tu vois un arbre qui a l'air d'avoir été recouvert de peinture. Mais l'eucalyptus arc-en-ciel a été peint par la nature elle-même. Son écorce insolite change de couleur au fil du temps, comme un kaléidoscope. Elle commence par un vert vif, puis devient rouge, orange, violette et enfin brune. Puis, le cycle coloré recommence. La foudre en boule est l'un des plus grands mystères de la nature. Il s'agit d'une sphère lumineuse bleue, orange ou jaune qui apparaît pendant un orage. De nombreux témoins disent entendre un sifflement accompagné d'une forte odeur. La première mention de ce genre de phénomène décrivait un éclair qui traversait une fenêtre et disparaissait. Comme dans tous les mystères, les scientifiques ne peuvent pas en expliquer la cause exacte. Une théorie populaire veut que la foudre ordinaire frappe le sol et provoque une réaction entre l'oxygène et les éléments vaporisés du sol. La foudre en boule se produit souvent lors de tremblements de terre où elle prend généralement la forme d'une flamme bleue qui sort du sol. Ce phénomène se produit partout dans le monde, mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à le photographier. Il y a un volcan extrêmement inhabituel à Java. Si tu y vas la nuit, tu verras une flamme bleue électrique brûler depuis le sol, ainsi que de la lave bleu vif qui s'échappe. C'est incroyablement chaud, mais ce n'est pas vraiment de la lave. Ce bleu étrange provient du dioxyde de soufre qui s'échappe des crevasses du volcan et s'enflamme. Il se condense également sous forme liquide et ressemble à de la lave bleue qui s'écoule. Dès que tu arrives dans le désert du Namib, tu remarques immédiatement quelque chose de très étrange. Parmi les prairies sèches, on trouve des cercles de terre presque parfaits où rien ne pousse. Ces énormes poids sont appelés des cercles de fées. Et tu l'as deviné, personne ne sait vraiment ce qui les provoque. Le principal suspect est un termite qui mangerait l'herbe autour de sa colonie souterraine. Cela pourrait également expliquer les différentes tailles de ces cercles. Les insectes continuent à manger alors que la colonie s'étend vers l'extérieur, mais ils s'arrêtent avant d'empiéter sur une colonie voisine. Les zones où l'on voit de l'herbe constituent une sorte de frontière entre les différentes populations de termites. Voilà ce que dit la théorie. En route pour le lac Ilié en Australie. Tes yeux ne te trompent pas. Oui, ce lac est rose comme un chewing-gum. Et on peut se baigner dedans en toute sécurité. La flaque rose géante est un lac salé, et il n'est pas le seul de son genre dans le monde. Les lacs salés sont roses à cause d'une sorte d'algues et d'autres micro-organismes qui les habitent.
Ils produisent un pigment rouge pour se protéger du soleil. Ce qui est unique dans le lac Illier, c'est que l'eau reste rose même si tu la mets dans un verre, et elle reste rose vif toute l'année. On ne peut pas en dire autant des autres lacs roses. Le Japon abrite l'un des volcans actifs les plus célèbres du monde. Il est particulier car il crée un phénomène naturel incroyable, un orage volcanique. Le volcan crache régulièrement un nuage noir de fumée, de cendres et d'éclairs. Lors d'un orage ordinaire, les cristaux de glace entrent en collision les uns avec les autres et provoquent une décharge, créant ainsi des éclairs. Dans ce genre d'orage, ce sont les particules de cendres volcaniques qui entrent en collision à la place de la glace. Une nuit paisible sur la plage, les vagues s'échouent sur le rivage et brillent d'un bleu fluo. Mais ce n'est pas l'eau qui brille, ce sont les créatures qui habitent dedans. Ce phénomène s'appelle la bioluminescence. Le plancton et les algues émettent cette lueur lorsque les vagues les dérangent. Certains poissons, calmars et crustacés peuvent également émettre une lumière fluo pour attirer leur proie. Pas le temps de se promener sur le rivage pour profiter de ce spectacle lumineux naturel. Dépêche-toi, on se dirige vers la haute mer. Il n'y a pas de tempête ou de vent du tout. C'est pourquoi il est si surprenant de voir une énorme vague, haute comme 5 étages, balayer brusquement les eaux calmes. Elle a failli renverser le bateau, mais à peine arrivée, elle disparaît en un instant. Qu'est-ce que c'était que ça? Ce danger imprévisible et encore inexpliqué s'appelle une vague scélérate. Une théorie sur la façon dont elle se forme est que la surface de la mer rencontre un vent violent de face. Mais souviens-toi, tu n'as pas senti le vent souffler. Théorie numéro 2 et la plus connue, différentes vagues se combinent pour en former une grande. C'est ce qu'on appelle le vampirisme cinétique. Dans certaines conditions naturelles, les vagues accumulent et échangent de l'énergie cinétique. Parmi toutes les vagues, il y en aura une qui absorbera l'énergie des autres comme un vampire. Lorsqu'une grande quantité d'énergie est accumulée, elle se libère sous la forme d'une vague géante. Vous avez décidé de faire de la plongée sous-marine pour la première fois. L'eau est claire et le soleil illumine le fond marin. Vous prenez quelques selfies avec les poissons qui passent, quand soudain, l'océan devient sombre comme la nuit. Vous levez les yeux et... oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet énorme animal? Ce n'est certainement pas un requin, pas plus qu'une baleine. Est-ce une tortue? Oui, mais n'ayez pas peur, elle ne va pas vous faire de mal. Si vous aviez vécu sur cette même terre il y a environ 72 millions d'années, alors peut-être que cela aurait pu vraiment vous arriver. Les scientifiques ont récemment découvert les fossiles d'une énorme tortue marine qui aurait pu atteindre jusqu'à 4 mètres de longueur. Si vous n'avez aucune idée de ce que cela représente, voyons quelques exemples. C'est la longueur moyenne d'un hippopotame, de 6 Golden Retrievers mis bout à bout, ou de 2 Michael Jordans empilés l'un sur l'autre. Le nom scientifique de cette tortue, la Leviathanochelissa enigmatica, est un hommage au monstre marin de légende connu sous le nom de Léviathan. Peut-être vous en souvenez-vous de vos cours de mythologie à l'école. Le Léviathan est censé être une créature mythique qui avalerait des navires entiers ou les marins considérés comme trop avides par la créature. Pouvez-vous imaginer être avalé par cette énorme tortue de mer? Moi, je passe mon tour. Les fossiles de cette gigantesque créature ont commencé à être excavés entre 2016 et 2021 dans le nord-est de l'Espagne. Le premier fossile a été localisé par un randonneur dans les Pyrénées espagnoles et il mesurait environ 20 cm de long. Le bassin de cette tortue mesurait à lui seul près de 90 cm. Il s'agirait très certainement de l'une des plus grosses tortues aujourd'hui, si elle ne s'était pas éteinte. Pour information, la plus grande tortue de mer vivante à l'heure actuelle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, que diriez-vous d'un gigantesque scorpion préhistorique? Je parie que la plupart des gens ici ne sont pas de grands fans de ces créatures, d'autant qu'elles sont venimeuses. C'est pourquoi l'idée d'un scorpion aquatique mesurant près de 3 mètres de long pourrait être le cauchemar de certains. Disons simplement que s'ils n'avaient pas disparu il y a environ 400 millions d'années, les lacs et les rivières seraient des endroits beaucoup moins bucoliques pour les humains d'aujourd'hui. Ces gigantesques arachnides passèrent pour des prédateurs de premier ordre à leur époque, chassant tout, des poissons aux autres animaux, y compris de leur propre espèce. Aïe, j'ai la chair de poule rien que d'imaginer ces monstres. Devrions-nous remercier l'astéroïde qui a frappé notre planète dès maintenant ou plus tard dans la vidéo?
Un autre animal préhistorique qui stupéfierait les humains s'il était encore vivant est le célèbre Megatherium, un paresseux de proportions gigantesques. On pense que cet énorme paresseux aurait pu atteindre jusqu'à 6 mètres de long, pour un poids de près de 300 kilos. Ces restes sont été retrouvés dans les forêts et les prairies d'Amérique du Sud. La créature avait pour habitude de se tenir sur ses deux pattes afin d'atteindre les feuilles des plus hautes branches. Ces paresseux géants avaient de longues griffes. Elles les aidaient à grimper aux arbres. Je dois bien admettre, je ne me pas très à l'aise en imaginant ces paresseux de la taille d'un éléphant grimper aux arbres. Oh, bien sûr, certains dinosaures feront partie de notre liste de créatures surdimensionnées. Mais avant cela, voici un fait amusant. Saviez-vous que certains dinosaures sont toujours vivants aujourd'hui? Les chercheurs ont déterminé que les oiseaux pouvaient être classés comme des théropodes. Des créatures redoutables telles que le tyrannosaure et le vélociraptor appartenaient à ce groupe. Je suis sûr que vous avez entendu ces noms bien plus tôt si vous avez regardé Jurassic Park. Le vélociraptor est ce dinosaure effrayant qui s'introduit dans les cuisines. Eh bien, ils ont évolué, ont gagné quelques plumes et se sont transformés en diverses espèces d'oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Cela signifie que n'importe quel oiseau, du dindon à la mésange, est un descendant direct des dinosaures. Maintenant, est-ce que le nom de Spinosaurus vous dit quelque chose? Vous pouvez admirer cet énorme dinosaure dans certains musées aujourd'hui, ses fossiles, je veux dire. Le Spinosaurus était l'un des plus grands prédateurs terrestres à avoir foulé la Terre, ou plutôt, à avoir foulé la Terre et ses eaux, car les chercheurs pensent que ce dino était semi-aquatique. Il se nourrissait principalement de viande, ce qui signifie que les humains seraient des proies naturelles s'ils vivaient encore aujourd'hui. Ce dinosaure carnivore a vécu il y a environ 90 à 100 millions d'années. Il mesurait environ 18 mètres de long, 4 mètres de haut et pesait jusqu'à 22 tonnes. Sa tête avait une taille comparable à celle d'environ 8 boules de bowling et avait la forme de la gueule d'un crocodile. En gros, le Spinosaurus était un grand éléphant d'Afrique avec une bouille de croco. Je plaisante, mais ça aurait l'air marrant, n'est-ce pas? Un dinosaure bien plus attrayant était celui-ci, le Patagotitan majorum. Il est considéré comme le plus grand dinosaure qui ait jamais vécu sur notre planète. Ce qui le rendait si grand, c'était son cou extrêmement long et sa queue démesurée. Vous ne voudriez pas vous tenir derrière cette créature, croyez-moi. Si elle décidait de faire un mouvement brusque avec sa queue, vous seriez catapulté au loin. Ce dinosaure a vécu il y a environ 100 millions d'années, et ses fossiles ont été découverts pour la première fois en Argentine autour de 2012. Il mesurait 36 mètres de la tête à la queue, ce qui fait qu'il était presque aussi grand qu'un terrain de football dans sa largeur. Et ai-je mentionné qu'il pesait presque autant qu'une navette spatiale? On parle quand même de 75 tonnes. S'il avait été carnivore, il aurait probablement été le plus grand des prédateurs. Mais ce gros bonhomme était un paisible herbivore, qui avait un cou si long qu'il pouvait mâchouiller les feuilles des arbres les plus hauts. Mignon, n'est-ce pas? Il nous faut aussi parler du Chastasaurus. Comme son nom le suggère, ce lézard peuplait autrefois la région du mont Shasta, en Californie. Même s'il s'agissait d'un reptile marin qui n'a probablement jamais mis les pieds sur la montagne elle-même. Ce dino mesurait en général 7 mètres de long, mais il existait une variété spécifique de cette espèce qui pouvait atteindre jusqu'à 21 mètres, soit la taille de la grande baleine bleue. Ce qui fait de lui le plus grand reptile marin à avoir jamais vécu. Un fait amusant à propos du Chastasaurus est que les scientifiques pensent qu'il n'avait pas de dents, ce qui signifie qu'il ne pouvait se nourrir que de proies à corps mou, comme les calamars, par exemple. Le prochain animal sur notre liste est justement la baleine bleue. Croyez-le ou non, le plus grand animal vivant sur Terre a en fait commencé petit. De nos jours, une baleine bleue adulte moyenne peut atteindre jusqu'à 30 mètres de long et peser jusqu'à 200 tonnes. C'est plus ou moins le poids de 40 éléphants réunis, ou de 30 tyrannosaures, ou de 250 personnes de taille moyenne. Les baleines bleues doivent consommer jusqu'à 500 millions de calories par jour pour alimenter ce corps. Juste pour information, c'est l'équivalent de 30 000 Big Mac. Mais les baleines bleues n'ont pas toujours été aussi grandes. Elles ont en fait évolué à partir d'un mammifère à 4 pattes,
qui arpentaient la Terre il y a environ 48 millions d'années. Leur ancêtre s'appelait Pachycetus et ne mesurait que 2 mètres de long. Voici un autre fait amusant. Pour pouvoir vivre dans l'eau comme elle le fait aujourd'hui, la baleine bleue a dû fournir un intense effort d'adaptation. La baleine bleue peut renouveler entre 80 et 90% de l'oxygène dans ses poumons à chaque fois qu'elle respire. En comparaison, un humain n'en renouvelle que jusqu'à 15%. Cela permet à ces créatures de plonger jusqu'à 1 heure entière et d'atteindre une profondeur stupéfiante de 100 mètres. Les éléphants étaient destinés à faire partie de cette liste. Les éléphants d'Afrique sont actuellement les plus grands animaux terrestres de notre planète. Ils peuvent atteindre environ 4 mètres de haut et peser jusqu'à 7 tonnes. C'est assez petit si on les compare à d'autres animaux qui ont autrefois vécu sur Terre, n'est-ce pas? Mais si on place un humain d'environ 1,80 m à côté d'un éléphant, on voit bien qu'il n'est pas si petit que ça. Les éléphants d'Afrique sont plus grands que leurs proches parents, les éléphants d'Asie, et ils ont une espérance de vie similaire à celle des humains, jusqu'à 70 ans. Pokémon nous a peut-être tous fait un jour souhaiter que les salamandres soient de véritables dragons. Bien que ce ne soit pas le cas, elles peuvent quand même être fascinantes. Il existe une espèce géante de salamandre, qui est connue pour être le plus grand amphibien vivant. Elles peuvent atteindre la taille d'un humain de taille moyenne, soit 1,80 m. Je doute que ce soit une rencontre sous-marine très agréable. Si tu pouvais plonger directement dans l'obscurité mystérieuse des profondeurs de l'océan, qui sait ce que tu trouverais? Des légendes vieilles de plusieurs centaines d'années évoquent des monstres marins géants qui se cachent au plus profond des eaux, comme le kraken, le monstre du Loch Ness, l'hydre, le léviathan et bien d'autres encore. D'accord, personne n'a jamais vu ces créatures, mais il y a quand même des araignées de mer, des calamars et des vers, et bien d'autres animaux bizarres qui ont grandi bien au-delà de ce à quoi l'on s'attendait. Jette un coup d'œil à ce calmar colossal provenant des eaux subantarctiques. Il est environ 14 fois plus long que l'encornet Minami qui vit près de la Nouvelle-Zélande. Et au fond de l'océan Pacifique, il y existe une éponge de mer aussi grande qu'un monospace. Les océans contiennent environ 96,5% de toute l'eau de notre planète. Jusqu'à 80% de toute la vie sur Terre que nous avons découverte se trouve sous la surface de l'eau. Nous n'avons pas encore exploré, cartographié ni même visité plus de 80% de l'océan. En fait, nous avons mieux cartographié Mars que les fonds marins. La pression qui règne là-dessous est insensée et elle te donnerait l'impression d'être écrasé par près de 50 jumbo jets. Quant aux températures à de telles profondeurs, elles sont extrêmement basses. Les conditions qui règnent au fond de l'océan sont rudes. Les créatures qui y vivent doivent donc s'adapter. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles sont devenues très grandes pour survivre. Ce phénomène est appelé gigantisme des profondeurs. Plus tu t'enfonces sous la surface, moins il y a de lumière solaire. C'est pourquoi les températures baissent drastiquement. Le résultat de ce phénomène est une augmentation de la taille des cellules et une plus longue espérance de vie. De plus, ces créatures n'ont pas autant d'oxygène que les animaux marins qui vivent dans des parties moins profondes. Et leurs sources de nourriture sont minimes. La plupart de la nourriture qu'ils reçoivent provient des eaux moins profondes et seule une petite partie de celle-ci ruisselle vers les abysses. Et quand il n'y a pas assez de nourriture, être grand est un avantage. Les créatures plus grandes peuvent se déplacer plus loin et plus vite pour trouver quelque chose à manger. Leur métabolisme fonctionne plus lentement. Elles ne digèrent pas la nourriture aussi vite, elles peuvent donc stocker celle-ci et conserver de l'énergie pour les moments difficiles où elles ne trouvent rien à manger. Elles n'ont pas non plus besoin de réguler leur température corporelle, ce qui les aide à économiser un peu d'énergie qu'elles peuvent ensuite transférer à d'autres processus corporels. Elles arrivent à maturité plus lentement et plus tard que les créatures qui vivent dans des eaux peu profondes. La majorité des espèces de poissons qui vivent dans les abysses vivent 30 ans, voire plus. L'oplostète orange, quant à lui, vit jusqu'à 150 ans. Ce poisson mesure 7 mètres de long et pèse jusqu'à 1,5 tonnes. Mais il lui faut plus d'1 siècle pour atteindre ces dimensions. Il commence à chercher un partenaire lorsqu'il a 30 à 40 ans. Et s'il peut vivre aussi longtemps, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de prédateurs à de telles profondeurs.
De plus, il n'y a pas d'humains ou d'autres éléments qui peuvent le déranger ou mettre son existence en péril. À de telles profondeurs, l'environnement est assez stable, donc beaucoup d'animaux s'y trouvent comme de véritables fossiles vivants. Ils n'ont probablement pas changé depuis des millions d'années. Les 200 premiers mètres de profondeur de l'océan sont considérés comme la haute mer. La majorité de la vie marine que nous avons découverte y vit, car c'est la zone que le soleil peut encore atteindre. Puis, à mesure que l'on s'enfonce, on atteint la zone crépusculaire. Il semblerait que rien n'y vive, mais à environ 250 mètres, il se trouve une petite oasis de vie ancienne qui s'épanouit. On y trouve des lys de mer, animaux qui n'ont pas changé depuis des millions d'années. Les coélacantes, un autre fossile vivant, peuplent l'océan depuis plus de 360 millions d'années. Les myxines n'ont pas changé depuis très longtemps non plus, depuis plus de 300 millions d'années. Cette créature vit à une profondeur de 1700 mètres. Elle a évolué avant le reste des vertébrés, c'est pourquoi c'est le seul animal doté d'un crâne, mais sans mâchoire ni colonne vertébrale. Les créatures des profondeurs ne peuvent pas survivre dans les eaux peu profondes. Elles ont évolué pour vivre en profondeur sous une pression hydrostatique plus importante. Les humains et les autres organismes qui ont des espaces internes remplis de gaz seraient écrasés s'ils pouvaient aller à de telles profondeurs. C'est pourquoi les plongeurs en eau profonde doivent toujours porter des combinaisons spéciales conçues pour des environnements à haute pression, même s'ils ne vont pas très profond dans les zones où vivent ces géants. Toutefois, près de l'Antarctique, on peut assister à ce gigantisme bien plus près de la surface. Des éponges géantes, des limaces de mer, des araignées de mer de la taille d'une assiette, des vers et même d'énormes organismes unicellulaires, tous ont tendance à nager dans des eaux moins profondes. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi, mais ils pensent que cela pourrait avoir un rapport avec l'oxygène. Les espèces géantes n'utilisent que très peu d'oxygène. Or, les eaux autour de l'Antarctique en sont assez riches, ce qui signifie qu'il n'y a pratiquement aucune limite à la croissance de ces animaux. Revenons aux créatures des profondeurs. Comme nous l'avons mentionné, elles ont dû s'adapter à une forte pression, si bien qu'elles n'ont presque pas d'espace rempli d'air dans leur corps. Elles sont principalement composées d'eau, et comme l'eau est incompressible, cela les aide à ne pas être affectées par une pression aussi élevée. Mais à cause de cela, si elles devaient remonter vers la surface, elles gonfleraient probablement, peut-être même jusqu'à l'explosion. Prenons le blobfish, poisson qui détient le titre d'animal le plus laid du monde. Il a l'air normal sous la surface, là où se trouve son habitat naturel. Mais lorsqu'il remonte à la surface, où la pression est 120 fois plus faible, il change de forme. Le blobfish n'a pas de squelette ni de muscles, alors sans pression élevée des profondeurs, il finit par être tout mou et tout flasque. Les sombres profondeurs océaniques ne sont pas seulement effrayantes à regarder, mais aussi à écouter. En 1997, des scientifiques essayaient de trouver des volcans sous-marins situés au large de la côte sud-américaine. Pendant leurs expéditions, ils ont enregistré l'un des bruits les plus forts jamais enregistrés. Si fort que même des capteurs situés à plus de 4500 km de distance ont réussi à le capter. Ils l'ont plus tard appelé le bloop. Il leur a fallu 15 ans pour conclure que ce son provenait d'un tremblement de glace. C'est lorsque l'activité sismique brise le sol gelé. L'eau au fond de l'océan n'est pas toujours extrêmement froide. Il y a des évents hydrothermaux au fond de la mer et l'eau qui en sort peut atteindre les 400 degrés Celsius. Mais à de telles températures, la très forte pression, celle-là même qui t'écraserait, est ce qui empêche l'eau de bouillir. Des centaines d'espèces animales vivent près des évents hydrothermaux en eau profonde. Certaines d'entre elles, comme les vers tubulaires, ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant. Ces vers absorbent les composés chimiques des fluides qui s'échappent des évents. C'est ainsi qu'ils nourrissent les bactéries qui y vivent. Et en retour, ces bactéries leur fournissent le carbone dont les vers tubulaires ont besoin pour survivre. 2/3 de toutes les espèces de corail découvertes par les scientifiques vivent dans des parties sombres, profondes et extrêmement froides de l'océan. Certaines vivent même à 5000 mètres de profondeur. Elles peuvent survivre à des températures aussi basses que -2 degrés Celsius. Certains de ces coraux d'eau froide ont plus de 8000 ans. Ils forment des structures étonnantes qui peuvent s'élever jusqu'à 35 mètres de haut. Les profondeurs ne sont pas seulement un monde mystérieux de créatures bizarres. Le paysage sous la surface océanique est aussi magnifique.
Et les canyons qui s'y cachent feraient même paraître le Grand Canyon tout petit. Par exemple, prenons celui qui se trouve dans la mer de Bering, le canyon Zemshug. Son relief vertical a une profondeur de plus de 2600 mètres. Les plus hautes vagues océaniques ne sont pas celles que tu peux voir depuis le littoral. Elles se produisent sous la surface et on les appelle des vagues internes. Elles se produisent entre deux masses d'eau qui ont des densités différentes. Elles se déplacent à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par heure et peuvent atteindre des hauteurs de 200 mètres. C'est une belle journée pour une promenade en bateau dans les marais. S'il n'y avait pas ces moustiques, la journée serait parfaite. Mais pour une raison inconnue, les moustiques continuent de grossir à mesure que tu t'enfonces dans le marécage. Au départ, ce n'étaient que de minuscules insectes, presque invisibles, et ils peuvent maintenant avoir la taille de ton pouce. Tu peux entendre leur bourdonnement lorsqu'ils passent devant toi. Tu t'enfonces plus profondément pour chercher à savoir pourquoi ils sont si gros. Finalement, tu vois un grand essaim de moustiques, de la taille de ta main, qui bourdonne. Ils te remarquent et commencent à voler vers toi. Tu attrapes une branche et tu commences à fouetter l'air pour les écraser. Tu cours jusqu'à ton bateau et essayes de t'échapper, mais ils te suivent et certains parviennent à se poser sur toi. Tu les écrases, mais d'autres, de la taille de ballons de basket, sortent de nulle part. Tu démarres ton bateau et tu retournes à toute vitesse sur la terre ferme. En arrivant, tu vois tout le monde s'enfuir en courant, en panique, à cause des moustiques géants. Certains d'entre eux sont aussi massifs que de gros chiens. Les gens se réfugient sous les tables de pique-nique, tandis que d'autres courent jusqu'à leur voiture et démarrent en trombe. Tu descends de ton bateau et cours vers le supermarché le plus proche, en même temps que des dizaines de personnes. Les employés verrouillent les portes. Mais à travers les grandes baies vitrées, tu peux voir les moustiques qui se multiplient. Ils sont de plus en plus gros, il y en a même un aussi gros qu'une voiture, qui passe en trombe. Il est si lourd qu'il a atterri sur une voiture vide et l'a écrasé. Les gens se tassent au fond du magasin. Tu essayes de calmer tout le monde et leur dis de ne pas faire de bruit. Les moustiques se posent sur la baie vitrée et bloquent la lumière naturelle. Il commence à faire sombre à l'intérieur. Quelqu'un augmente le volume de la télévision pour diffuser les dernières nouvelles. Les moustiques se déchaînent sur tout le continent, détruisant les ressources naturelles et envahissant les villes. Les gens sont invités à rester à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre. Les moustiques remarquent qu'il y a des gens dans le magasin. Alors ils essayent d'entrer de force. Un moustique de la taille d'une voiture vrombit dans le ciel, inconscient de ce qui se passe en bas. Tout le monde entend du bruit provenant de l'arrière-boutique. Les employés se rendent compte qu'ils n'ont pas verrouillé la porte. Un gros moustique entre et renverse tout. Tout le monde court dans tous les sens, paniqué, en lui jetant des objets au hasard. Certaines personnes prennent un extincteur et l'aspergent jusqu'à ce qu'il s'envole vers l'arrière-boutique. Les employés verrouillent la porte et la barricade pour que rien ne puisse plus entrer. Tout le monde attend nerveusement. La télévision diffuse un reportage en direct sur les moustiques géants qui volent partout. Un hélicoptère est obligé d'atterrir car les moustiques volent furieusement dans le ciel. Tout le monde frissonne en entendant le bruit d'autres moustiques qui bourdonnent près de la porte arrière. Les heures passent et d'autres moustiques arrivent sans cesse. Il n'y a personne dehors. Et une grande partie de l'aménagement urbain et du parc est détruite ou envahie par les insectes géants. Certaines personnes grignotent ce qu'elles peuvent tandis que d'autres dorment. Un bulletin spécial interrompt le reportage et montre qu'il y aurait des bus blindés prêts à embarquer les gens près de l'aire de pique-nique sur l'autoroute. Ces bus ne se rendront pas au point chaud du centre-ville, car ce serait trop dangereux. Le seul moyen de monter à bord est d'être sur l'autoroute dans 2 heures. Tout le monde essaye d'appeler ses proches, mais les tours de téléphonie cellulaire ont été détruites et personne ne peut plus appeler personne. Le moustique qui s'est introduit il y a un moment a détruit la seule ligne fixe qui était présente. Les gens se disputent pour savoir s'ils doivent rester ou partir. D'autres insectes recouvrent les seules zones claires du ciel jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Les gens se divisent en 2 groupes, ceux qui veulent partir pour prendre le bus et ceux qui veulent rester. Les employés connaissent un chemin de traverse qui peut rapidement mener à l'autoroute. Le seul problème est que cela prendra environ 20 minutes à pied, car il n'y a plus de voitures en état de marche. Le chemin est délicat. D'abord, il faudra s'échapper par l'entrée principale et se diriger vers la forêt, derrière les bennes à ordures. Là-bas, il faudra entrer dans un bâtiment, puis descendre dans les égouts, ce qui mènera au lac à côté de l'autoroute. Le premier groupe décide de partir. Il prépare des provisions en vue de l'évasion. Chaque seconde, de nouveaux moustiques arrivent, obscurcissant le ciel. Les gens s'équipent de tout ce qu'ils peuvent trouver pour se protéger. Les moustiques sont attirés par le dioxyde de carbone que les gens expirent et ils savent
qu'il y a une source provenant du magasin. Une fois que tout le monde est prêt, les membres de l'expédition prennent des torches de fortune et les allument. Ils ajoutent un peu d'alcool à brûler pour entretenir le feu. Tu fais partie du groupe qui prévoit de s'échapper. Les portes s'ouvrent et tout le monde s'enfuit derrière la benne à ordures. De nombreux moustiques tentent de vous attaquer, mais la fumée du feu les repousse. Chaque seconde, de nouveaux moustiques envahissent le ciel et les environs. De nombreuses personnes finissent par rentrer en courant dans le magasin, car elles n'ont pas pu passer la benne à ordures pour atteindre l'autre bâtiment. Finalement, le reste du groupe, toi y compris, courait vers le bâtiment, mais il est verrouillé et personne ne peut enfoncer la porte. Le plan B consiste à casser une fenêtre et à ramper à l'intérieur. Tu attrapes une pierre et brises la fenêtre la plus proche. Le seul problème est que les moustiques peuvent vous suivre à l'intérieur. Alors, sans aucune autre option, vous courez jusqu'au sous-sol du bâtiment pour trouver l'entrée des égouts. Ouf, tu l'as trouvé et tout le monde descend. Pas de moustiques en vue, seulement des rats. Vous vous enfoncez dans l'eau des égouts jusqu'aux genoux, mais vous devriez atteindre la rivière en quelques minutes. Le problème, c'est que l'égout ne mène pas vers le lac, mais quelque part au fond des canalisations. Vous le suivez quand même jusqu'à ce que vous voyez ce qui ressemble à une sortie. Vous sortez donc et vous vous retrouvez près d'un collecteur où toutes les eaux rejetées mènent à côté du marais. Le seul problème est que vous n'êtes plus à côté de l'autoroute et que le temps presse. De nouveaux moustiques envahissent les airs, mais ils ne prennent pas vraiment la peine de s'intéresser à vous. Tu remarques des créatures de la taille de chat qui flottent sur l'eau. Ce sont des bébés moustiques ou des larves et ils viennent vers vous. Toi et tous les autres nagez pour sauver votre vie jusqu'à la rive. Le moustique géant alpha s'envole dans les airs et plonge en piqué pour essayer d'attraper quelqu'un, mais il le rate. Tout le monde arrive à l'épaisse zone marécageuse où aucun moustique géant ne peut pénétrer. Vous vous couvrez de branches pour vous protéger. Il reste 15 minutes avant l'arrivée du bus blindé. Puisque les moustiques ne peuvent pas entrer, ce sera le meilleur endroit pour se cacher en attendant. L'obscurité tombe et toujours pas de bus. Cela fait 3 heures et rien. Les moustiques bourdonnent toujours et tout le monde se sent mal à l'aise sous les buissons épais. Au bout d'un moment, vous entendez un moteur et voyez des lumières clignoter sur l'autoroute. Tout le monde se lève et court vers le bus. Mais tu les arrêtes pour ne pas attirer l'attention des moustiques. Tu te portes volontaire pour te faufiler et arrêter le bus. Puis tous les autres pourront suivre sans trop attirer l'attention. Tu déplaces quelques branches, enjambes quelques écorces d'arbres et rampes jusqu'à l'autoroute. Tu essayes de retenir ta respiration pour ne pas faire trop de bruit. Tu atteins le bord de la route et agites les bras pour arrêter le bus. Il s'arrête et la porte s'ouvre. Tu fais signe au reste des gens de venir et ils te rejoignent. Tout le monde est à l'intérieur et en sécurité. Quelques moustiques vous remarquent et commencent à picorer le bus. Mais le blindage est solide. Le bus part à la recherche d'autres personnes le long de la route. Et soudain, un véritable colosse atterrit devant lui. Le bus s'arrête et tu vois un moustique de la taille d'un Boeing 747. Il te regarde droit dans les yeux. Il se prépare à attaquer, mais le bus accélère sous ses pattes et repart. Le moustique s'envole et essaye de rattraper le bus. Mais vous entrez dans un tunnel qui mène à l'autre côté de la montagne. Après quelques minutes, vous arrivez dans une zone ouverte, sans arbres ni bâtiments. Le bus accélère tout en esquivant les obstacles sur son passage, sur son chemin. Enfin, tu remarques que vous êtes près du supermarché où vous vous étiez réfugié. Le bus ouvre la porte pour que toutes les personnes à l'intérieur soient emmenées dans une zone sûre. Des volontaires expliquent que le monde entier est envahi par ces créatures géantes. Au passage, tu vois un moustique hybride qui a 2 têtes et une queue de scorpion. Il est aussi grand que la statue de la liberté et il est prêt à attaquer. Ce qui provoque la croissance anormale de ces moustiques les transforme aussi en hybrides et en mutants. La journée avait pourtant si bien commencé.